Bonjour ou bonsoir et bienvenue dans votre émission Informer, éduquer pour agir. C'est Patia Nzambe Queen. Nous sommes là aujourd'hui avec notre coordinateur, Monsieur Louis Kinshasa, qui fait partie de la coalition Patrice Lumumba. Bonjour. Bonjour, monsieur Abati. Vous allez bien? Très bien. Nous sommes là donc sur le plateau de Conco Synthèse pour parler des actualités, de faire la synthèse aussi, de tout ce qui se passe au Congo. Et actuellement aussi de ce qui se passe dans le monde. Nous allons survoler quelques actualités en dehors du Congo. Donc je vais commencer par une citation du journaliste Martin Bell. Le Congo, c'est un tsunami chaque 6 mois. J'ai roulé ma bosse pendant près d'un demi-siècle dans les endroits les plus mouvementés du globe. Pays et 13 zones de guerre. C'est la RDC qui s'est avérée la plus choquante. C'est une citation du journaliste Martin Bell, ancien membre du Parlement britannique. Monsieur Louis Kinshasa, qu'avez-vous à dire par rapport à cette citation de Monsieur Martin Bell? Je suis d'accord avec lui, hein. Il a absolument raison de dire que le Congo, c'est un tsunami tous les 6 mois. Si on pense que le tsunami de 2004 qui avait fait 216 000 morts, partagé entre 11 pays, alors qu'au Congo on parle déjà de 10 millions de morts. Rien qu'au Congo, chaque année, il y a un demi-million d'enfants qui meurent à cause de la malnutrition. Ça, c'est plus que le tsunami. Et là, on ne parle même pas du nombre de mamans qui meurent juste pendant l'accouchement. On ne parle pas de personnes qui sont en train de mourir pour d'autres maladies comme la fièvre typhoïde, la lèpre, etc. Donc, il a absolument raison, je suis d'accord avec lui. Juste pour être bref, ce qui se passe au Congo, c'est la crise humanitaire la plus meurtrière depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Il a absolument raison. C'est à nous maintenant, Congolais, d'être conséquents par rapport à ça. Donc il a vu en fait ce qui concerne, on va dire, les génocides. Ouais, il a vécu ça, c'est un témoin. C'est un témoin. On peut prendre sa contribution comme une preuve que le génocide existe au Congo. Vu qu'il a dit ça, est-ce que ça a été considéré quand il est revenu dans son pays? Pas par le gouvernement congolais, pas par le gouvernement britannique, parce que tous ces gouvernements-là ne sont pas là pour arrêter le génocide. Hein. Les gouvernements britanniques tirent profit de ce qui se passe au Congo. Oui. Tous les autres gouvernements européens tirent leur compte, donc ils profitent de la situation au Congo. Bon, comme vous savez tous, hein, les Congolais n'ont pas de gouvernement. Le gouvernement qui est en place n'est pas le nôtre. Non, non. Ça, les Congolais doivent être clairs là-dessus. Hein. C'est pas notre gouvernement, pas du tout. D'accord. Et donc, concernant donc justement le Congo, nous allons passer par rapport au fait qu'il y a eu la fête internationale du travail. On sait que le chômage est une règle et le travail l'exception. Pourquoi est-ce que le gouvernement continue de fêter, d'organiser la fête internationale du travail? Bon, le gouvernement fait semblant, hein, parce que c'est une fête internationale. Tous les pays du monde entier célèbrent la journée du 1er mai, dont on reconnaît la contribution des travailleurs comme la force essentielle dans la création des richesses. Ça fait qu'on prétend être du côté des travailleurs, on prétend donc se soucier du sort de la population, mais en réalité c'est juste une sorte de rituel. Hein. Donc les chefs des syndicats sont là, les chefs du gouvernement sont là, et puis on fait des petits défilés, si je peux dire, et après il y a on appelle les gens à boire peut-être de la boisson, et après des fois ils dansent aussi. Hein. Après c'est tout, hein, mais on ne parle pas des problèmes fondamentaux des travailleurs. Les travailleurs comme on l'a, à faim, il est malade, il n'est pas payé, il est appauvri. Donc, c'est-à-dire qu'il vit dans une situation de sinistré. Yeah. Donc, ce qu'il faut faire, c'est plutôt, au lieu de faire une journée pour fêter des travailleurs chez nous, c'est plutôt lancer des plans d'urgence pour mettre fin à la situation des sinistrés qui est ici chez nous. C'est plutôt ça qu'on devait faire. Oui. Mais à quoi sert le salaire au Congo, vu qu'il y a 90% en fait de la population qui n'arrive pas à subvenir à ses besoins? Ça, c'est une question pertinente, dans le sens que le salaire, en principe, devrait nourrir le travailleur. En échange de sa force de travail, pour une période déterminée, on reçoit un salaire, ce qui est normal.
Mais les salaires devaient fournir le travailleur ce dont il a besoin pour reproduire sa force de travail, mais aussi pour nourrir sa famille, à élever ses enfants dans la dignité. Et ce n'est pas le cas. On peut même pas dire qu'au Congo, le salaire existe, dans le sens que le travail au Congo, c'est un travail presque gratuit. On va au boulot, mais on est sous-payé. Même si on est payé, on est sous-payé. Et quand on est payé, le salaire qu'on reçoit n'a pas de sens, n'a pas de signification sociale, dans le sens qu'on ne peut pas résoudre les problèmes quotidiens avec le salaire qu'on reçoit. Parce qu'on a beaucoup de responsabilités, du coup. Absolument. Donc, ce qu'on a au Congo, c'est du travail gratuit ou presque gratuit. Ce qu'il faut au Congo, c'est un salaire qui permet à chacun, à chacune de travailleurs au Congo de vivre dignement. Il faut fixer un salaire minimum, mais avec la participation des travailleurs eux-mêmes. Pour l'instant, ce qu'on a comme au Congo, c'est un salaire de mort. C'est-à-dire on va travailler et ce qu'on nous donne ne parvient pas à créer la vie, à soutenir la vie. Ce qu'on nous donne, c'est plutôt à quelque chose que donc les travailleurs à se reproduire, à créer la vie. Donc c'est-à-dire c'est la mort. Le minimum. Si on va à l'hôpital, on n'a pas de quoi payer. Si on va au marché, on n'a pas assez pour acheter de la nourriture. S'il faut envoyer les enfants à l'école, on n'a pas assez pour payer les frais des scolarités, tout ça. Ce qui fait que le salaire ne parvient pas donc à créer, à soutenir la vie pour les travailleurs. Le salaire qu'on donne aux gens, c'est un salaire de mort, dans le sens que si on reçoit un salaire, on ne sait pas comment est-ce qu'on va arriver à tenir juste pour une semaine. Les prix de sac à foufou, les prix de sac à loso, les prix, c'est-à-dire pour acheter des denrées essentielles pour soutenir la vie, pour créer la vie, pour reproduire la vie, n'existe pas. C'est un salaire contre la vie. Et justement, c'est pour soutenir la vie. Selon le site Le Salaire Juste, entre 2001 et 2010, le salaire mensuel d'un travailleur congolais était de 106 $. Et pour un enseignant, il est de 80 $ par mois. Et 106 $ par mois, c'est moins de 4 $ par jour. On ne peut rien faire. On ne peut pas tout faire avec cette somme-là. C'est impossible. C'est impossible. Et ça y fait que le salaire, donc, chez nous, c'est une question démocratique essentielle. Dans le sens qu'on parle de démocratie tout le temps chez nous, mais il faut démocratiser les salaires. C'est-à-dire qu'il faut que chacun d'entre nous puisse soutenir la vie, créer et recréer la vie grâce à son salaire. Alors que chez nous, le seul salaire qui est valable, c'est le salaire de PDG, le salaire de ministre. Et ils sont payés, ils sont rémunérés. Non seulement ils sont rémunérés, ils volent le salaire de travailleurs chez nous. Et ils parviennent à survivre, à subvenir à leurs besoins, absolument. Et à tout ce qu'il y a autour. Absolument. Mais comment fait par exemple un travailleur congolais quand il n'arrive pas à subvenir à ses besoins, alors qu'il a un salaire, le salaire minimum qu'on a cité là? Qu'est-ce qu'il doit faire à côté? Malheureusement, qu'est-ce qu'il risque de faire, le fait de ne pas avoir la totalité du salaire sociale. Le risque, quel est le risque? C'est énorme. Au niveau des enfants, les enfants ne vont pas à l'école. Parce qu'au Congo, on a une affaire de 60 à 70% des enfants qui ne vont plus à l'école. Ça, c'est une conséquence. C'est énorme. C'est énorme. Les enfants, c'est l'avenir. C'est le futur. Donc, ça fait que si les enfants ne vont plus à l'école, l'État n'a plus sa raison d'être. Parce que le rôle de l'État, du gouvernement, c'est de s'assurer que les enfants ont un avenir. Donc, avec ça, les enfants ne vont plus à l'école. Avec ça, quand on va dans les hôpitaux, on n'a pas assez pour payer le docteur, tout ça. Par conséquent, nous mourrons. Dans les génocides au Congo, c'est un peu ça. C'est des conséquences directes du fait que les Congolais n'ont pas de quoi acheter pour manger, ils n'ont pas assez pour se soigner, etc. Et on n'a pas accès à l'eau potable, on n'a pas accès à l'électricité, on n'a pas accès aux moyens de transport adéquats, donc dignes des êtres humains. Ça il fait que c'est la déhumanisation du Congo. C'est un salaire d'esclave. Pour être bref, c'est un salaire d'esclave. Donc moralement, je pense que ça affecte beaucoup l'être humain, quoi. Enfin, la personne qui est dans cette condition-là, quoi. Absolument. Ça détruit la société, ça détruit la famille, ça détruit donc les travailleurs, ça détruit la communauté, ça détruit le pays, ça détruit la nation. C'est un pays. Ça a des conséquences, en fait. Absolument, c'est énorme. Pas de salaire, pas de vie.
Donc, pas de salaire, pas de développement. Pas de salaire, pas de cohésion sociale. Pas de salaire, pas de dignité. C'est-à-dire la dignité humaine, quoi. On n'a pas assez pour acheter de quoi s'habiller. On n'a pas assez... On est limité, quoi. C'est une vie d'esclave. Hein. C'est une vie d'esclave au Congo. Alors, par rapport au franc congolais, le franc congolais continue de chuter. Le dollar s'échange à 1250 francs congolais, alors qu'il était pour un dollar à 900 francs congolais l'année dernière. Disons que... Comment explique-t-on cela? Le fait que le franc congolais continue de chuter nous dit une chose, que le Congo c'est un pays dominé. C'est un pays qui ne contrôle pas non seulement sa monnaie, mais qui ne contrôle pas son économie. Le fait qu'on ne contrôle pas notre économie, ce qu'on a comme matière première, ce n'est pas nous qui fixons les prix, et quand on les vend avec une monnaie étrangère. Alors que si les matières premières congolaises se vendaient avec la monnaie congolaise allait se renforcer, ça allait être respecté, les gens allaient avoir confiance en notre monnaie. Et quand on fait des emprunts, on les fait en dollars ou en euros, etc. Donc, bref, le fait que la monnaie congolaise continue de chuter, c'est juste un exemple concret que le Congo, c'est un pays dominé, c'est un pays qui n'est pas indépendant, c'est un pays qui ne contrôle pas son destin, c'est un pays qui ne contrôle pas son économie, qui n'a même pas d'économie, parce que l'économie congolaise ne sert pas à développer les Congos. L'économie chez nous ne sert pas à nourrir les Congos. L'économie chez nous sert à créer la richesse pour les autres. Bien sûr. Les pays dominants. Mais quel est le but de faire chuter? La monnaie ne peut pas avoir d'importance. D'accord. Mais quel est le but de faire chuter le franc congolais? Quel est leur but en fait? Ceux qui manipulent le franc congolais, ça leur permet donc de piller les Congolais à fond. Parce que l'échange tel que c'est fait au Congo, ça favorise la puissance qui domine les Congos. C'est-à-dire qu'ils achètent les matières premières au Congo, ils achètent les produits congolais pour moi. Pour moi. C'est-à-dire que c'est nous qui devons, surtout les commerçants congolais par exemple, s'ils veulent acheter, importer des produits pharmaceutiques, des produits qui viennent de l'étranger, ces Congolais-là, il faut qu'ils payent plus. À chaque fois que la monnaie congolaise chute, les Congolais doivent payer plus pour recevoir les produits importés, quoi. Donc c'est un crime. Hein. C'est un crime contre l'économie congolaise. C'est un crime contre contre l'humanité aussi, puisque ça pousse en fait l'être humain du coup à rester dans la souffrance en fait. Absolument. Dans la famine et tout, voilà. Et tout ce que ça développe par la suite, quoi. Ouais. Alors, concernant la situation politique aujourd'hui au Congo, alors quelle est la situation justement entre le régime Kabila, le nouveau gouvernement Tshibala et l'opposition de Tshisekedi? Écoutez, la politique au Congo est au point mort, hein, dans le sens que non seulement on n'a pas la majorité, il n'y a pas de majorité, ceux qui sont au pouvoir se réclament de la majorité. Non, ils ne représentent pas la majorité. Ils représentent une minorité, une petite minorité. L'opposition chez nous, l'opposition à quoi? L'opposition veut dialoguer. Avec quoi? Avec un pouvoir légitime, avec un pouvoir criminel. Ce qui fait que chez nous, tout est à refaire. Tout est à recréer. Les gens qui nous écoutent, nous ne devons pas perdre notre temps à espérer qu'il y aura une sorte d'accord entre l'opposition et le régime en place. Non, il faut tout recommencer. Il faut créer un mouvement, ce mouvement démocratique qui va être basé sur la satisfaction des besoins fondamentaux de notre peuple, et ce mouvement qui va être créé sur la nécessité de faire du Congo un pays indépendant. Pour l'instant, comme la monnaie congolaise le démontre, ce n'est pas un pays indépendant. Donc il faut un mouvement démocratique, il faut un nouveau mouvement social, revendicatif, qui va mobiliser tous les Congolais pour créer un ordre nouveau. L'ordre qui existe chez nous, c'est un ordre étranger, impérialiste, qui domine le Congo et qui n'a rien à foutre de la démocratie au Congo. Aussi longtemps qu'ils pillent les Congos, ils sont satisfaits. Ils n'ont rien à foutre de nos besoins. Rien à foutre. Mais qui est-ce qui va apporter un changement au niveau du gouvernement? Qui est-ce qui peut faire en sorte que les personnes qui sont là aujourd'hui, qui dominent, qu'elles soient remplacées par des personnes qui ont vraiment le souci du peuple du Congo, quoi? Il faut un mouvement par le bas. Il faut une intellectualisation de la population congolaise. Notre population va créer de nouveaux organisateurs, de nouveaux dirigeants. Il y a plus de 70 millions de Congolais.
Donc, des gens intelligents, on en trouve partout. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est que toute personne doit s'engager à créer un Congo nouveau. Et ceci ne peut se faire que si on crée un nouveau mouvement national de libération du Congo. Parce que le mouvement qui se réclame de l'opposition, ce mouvement ne parle pas de la libération nationale, il parle simplement de l'alternance. C'est-à-dire que Kabila dégage ou partage avec nous, alors que peu importe, celui qui est au pouvoir, les Congos, c'est un pays dominé par des puissances étrangères. Donc, ils utilisent même les pays voisins, mais en général, les puissances qui viennent de l'Occident et tout, dominent les Congos. Donc, pour changer les Congos, il faut que les Congos soient avant tout indépendants. Le mouvement démocratique doit être avant tout un mouvement pour l'indépendance du Congo. Ce n'est pas le cas à présent. Donc, tous les Congolais qui nous regardent, chacun d'entre nous a un rôle à jouer. Les femmes, les hommes, les jeunes, nous avons tous un rôle à jouer. Mais justement, que faire? Que faire puisque nous sommes informés, éduqués pour agir? On a besoin de solutions pour savoir comment pourrons-nous changer, en fait, pouvons-nous changer les personnes qui sont au gouvernement, les faire remplacer. Est-ce qu'on a des droits? Est-ce qu'il y aurait, je ne sais pas, des lois qui nous permettent de repousser ces gens-là, de les remplacer? Je ne sais pas. Pour l'instant, il faut que la majorité de notre peuple regagne ce qu'on appelle le mouvement politique, le mouvement donc démocratique, le mouvement indépendantiste, le mouvement souverainiste. Donc, ce mouvement doit être créé. Ce mouvement, pour l'instant, n'existe pas. Il faut le créer. Il y a des Congolais qui résistent partout, des résistants, des combattants, tout ça, ça existe. Ici, en Belgique, en Afrique du Sud, au Congo, partout, ça existe. Mais ce qu'on n'a pas encore réussi à créer, c'est un mouvement général, organisé, avec ses structures propres, ses leadership propres, avec ses personnalités propres, avec ses programmes propres. Ce mouvement n'existe pas encore. Et nous appelons tous les Congolais qui nous écoutent à faire partie de ce mouvement-là. On va revenir dans notre programme où on va amener des propositions concrètes, comment est-ce qu'on va avancer dans cette voie-là. Mais ce qui est clair, les gens qui sont au pouvoir, ils n'ont rien à apporter. Hein. Mais la coalition... c'est inutile. C'est un régime pourri, on ne peut pas réformer ces régimes-là. Il faut absolument balayer ce régime-là complètement. Il faut créer un mouvement nouveau, un autre nouveau. La coalition Patrice Lumumba ne pourrait-elle pas créer justement ce mouvement? Commencer à créer une structure qui pourrait se développer et attirer un plus grand mouvement, quoi, si je veux dire. Nous travaillons sur ça, mais nous ne sommes pas les seuls. Il y a d'autres groupes qui pensent comme nous, donc c'est à nous de coordonner avec ces groupes-là, de trouver des points communs pour faire avancer donc la lutte chez nous. Mais nous faisons partie de cette nouvelle tendance-là qui existe que la démocratie, c'est avant tout une expression d'autodétermination. Si on n'est pas capable d'être autodéterminé, on ne peut pas parler de démocratie. Ce n'est pas juste le fait d'aller voter aujourd'hui ou demain qui donne l'exemple d'une démocratie. Quoi. Donc, la démocratie, c'est un peuple qui se prend en charge, un peuple qui a un État souverain, qui est propre, un État qui est là pour servir le pays, un État qui est là, qui n'est pas l'ennemi du peuple, mais l'État qui est là, qui est l'ami du peuple. En fait, l'État et le peuple sont ensemble. C'est-à-dire que quand le peuple raconte l'État, le peuple n'a pas peur. Comme c'est le cas. Quand tu racontes l'État, les gens ont peur. Dans la rue, quand on rencontre la police ou une patrouille d'armée, on a peur. On peut se faire détrousser, on va se faire confisquer ses portables, ses biens, son argent. Alors que l'État que nous devons mettre en place, c'est l'État qui est construit par le peuple, pour le peuple. Pour le peuple, bien sûr. Et dans ce sens-là, on dit qu'on veut donc un nouvel ordre, un nouvel État démocratique qui va mettre en place un État qui va donc défendre des intérêts fondamentaux donc, du pays quoi, et du peuple. Donc bientôt il y aura, je pense, des sites où on pourra se rapprocher en fait des personnes qui sont intéressées par ce mouvement-là, afin d'apporter plus d'idées, quoi. Absolument, on travaille là-dessus. D'accord. Quand nous serons prêts, on va mettre tout ça. On va donner les informations. Super. Passons donc aux actualités africaines. Alors, je voulais savoir si c'est le début de la fin de l'impunité en Afrique avec la condamnation d'Hissène Habré à la prison à perpétuité à Dakar. C'est intéressant, ce qui s'est passé à Dakar avec Hissène Habré. Nous sommes
clair que les Français, les Occidentaux, on la met là-dessus. Parce que comment voulez-vous condamner Hissène Habré alors que ce qu'on reproche à Hissène Habré, c'est tous les présidents africains qui font la même chose. Ils sont tous dans la corruption, ils sont tous dans la criminalité, et en plus, ils sont tous protégés par le même pays occidental, le même pouvoir occidentaux, qui a exigé que Hissène Habré soit jugé. Et s'il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit jugé et condamné, c'est la France, par exemple, qui contrôle la monnaie, on parle de la monnaie là, la monnaie des 14 pays, soi-disant francophones en Afrique, c'est contrôlé par la France. La France fait énormément de profits aux dépens du franc CFA. Alors que personne en France n'a été arrêté. Le président français et le premier ministre français, personne. Et des présidents africains comme Compaoré, qui a participé à l'assassinat de Sankara, qui vit paisiblement en Côte d'Ivoire. Il y a Hassan Ouattara, qui était impliqué dans la guerre en Côte d'Ivoire, qui a tué beaucoup de gens. Il est là, peinard. Et tout président comme ça. Juste en bref pour dire que... Il est juste une cible? Pardon? Est-ce que c'est une cible? Qui ça? Monsieur Hissène Habré. Bon, il a été ciblé parce qu'il a perdu le pouvoir au Tchad. Il s'est retrouvé au Sénégal. Il croyait être à l'abri au Sénégal, alors que la France a de l'influence au Sénégal. Et la France et certains dirigeants africains se sont servis de ces cas-là pour donner l'impression que ils ont arrêté le coupable. Les présidents ont des comptes à rendre à la population. D'accord. Personne n'est à l'abri du jugement. Du jugement, ce qui est faux. Parce que si c'était vrai, pourquoi il y a tant de présidents africains ou dirigeants africains qui sont arrêtés par la Cour pénale internationale, à la CPI? Pourquoi? Donc c'est juste une sorte de mascarade. C'est pas une mascarade. Ouais. Si c'était une vraie justice, c'est tous les Africains, tous les présidents africains qui ont volé, qui ont mis de l'argent en Europe, doivent être arrêtés. Voilà. C'est pas le cas. Alors en Afrique du Sud, le président sud-africain Jacob Zuma, accusé de piller le trésor public, a dû quitter précipitamment un rassemblement du 1er mai, après avoir été hué par la foule. Ah ouais. Ça c'est intéressant. On parle encore de la fête du 1er mai, comme au Congo. Et le 1er mai, ça devait être la fête des travailleurs. Et on devait mettre en valeur dans les travailleurs africains un programme qui satisfait les besoins fondamentaux des travailleurs africains, les pouvoirs des travailleurs africains, qui créent toutes les richesses. Bien sûr. Alors ce n'est pas le cas. En Afrique du Sud, il y a une lutte pour le pouvoir. Jacob Zuma n'est plus aimé par la classe dirigeante de l'ANC. La classe dirigeante de l'ANC n'est plus unie autour des Zuma. Et il y a absolument une rupture. Et il y a une partie qui veut que Cyril Ramaphosa, qui est un ancien leader syndicaliste, devienne le nouveau président. Alors que Zuma lui-même ne veut pas de Cyril Ramaphosa. Zuma veut que sa femme, enfin son ancienne épouse, la mère de ses 4 enfants, c'est Zuma aussi, mais je ne me souviens pas du reste de son nom, dans la Tsimi Zuma, je crois. Bref, le président Zuma veut que sa femme devienne le leader de l'ANC, c'est-à-dire le futur président de l'Afrique du Sud. D'accord. Donc il y a 2 camps. Et il y a aussi ceux qui veulent affaiblir l'ANC pour que d'autres partis puissent arriver au pouvoir, comme l'Alliance démocratique, DA, dans des partis comme ça. Donc il y a une lutte pour le pouvoir au sein de l'ANC. Le fait tragique, c'est quoi? C'est que les travailleurs africains eux-mêmes, qui sont dans l'ANC, ne se battent pas pour prendre le contrôle du mouvement en Afrique du Sud. Donc si c'est Ramaphosa qui gagne, ou c'est l'ancienne épouse de Zuma qui gagne, c'est juste ce qu'on appelle la petite bourgeoisie africaine qui va rester au pouvoir, alors que le travailleur africain qui crée toutes les richesses en Afrique doit commencer à penser comment il peut aussi devenir le leader. Donc ce sont les travailleurs qui vont être perdants. Mais le fait que la foule ait hué M. Jacob Zuma, est-ce que ça veut dire que c'est la fin pour M. Zuma? Ça veut dire que oui, c'est aussi la fin pour Zuma. Mais la question est, est-ce que Zuma va terminer son mandat? Ça, on ne sait pas si Zuma va terminer son mandat. Mais ce qui est vrai, le crédit de Zuma est en train de se perdre.
Zuma aussi le fils du président. Donc, les statuts du président aussi commencent à perdre sa crédibilité. Parce que quand on chahute un président comme ça, c'est une perte pour cet office donc, de la présidence. Ce qui est vrai, c'est les débuts peut-être de la fin de l'ANC. L'ANC n'est plus ce qu'il était. Avant, il y a en 1994, quand Mandela est arrivé au pouvoir, l'ANC était fort. C'était une organisation crédible, très forte, très puissante. Maintenant, la crédibilité de l'ANC est vraiment au rabais. Ça continue de baisser. C'est un peu ça aussi. Donc, ça veut dire que c'est possible que d'autres organisations maintenant peuvent challenger le leadership en Afrique du Sud. Qui peut devenir président? Quelle organisation va gagner la présidence? C'est ouvert maintenant, avec la chute de l'ANC. C'est un peu ça. Et donc, concernant les actualités internationales, est-ce que vous pouvez faire le point concernant les élections présidentielles il y a en fait, donc c'est en France, entre Marine Le Pen et Monsieur Emmanuel Macron. Entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron, comme les gens le savent, ce dimanche, il y aura une élection en France. On va décider qui va être le président de la France. Ce qui est vrai, la France est en crise. C'est une crise vraiment profonde. Parce que si les deux candidats-là ne font même pas l'unanimité en France, parce que Macron est arrivé en tête avec moins de 25%, moins d'un quart, je crois 23-24%, et Marine Le Pen est arrivée avec 21%, moins d'un quart aussi, et qu'il y a des gens qui disent qu'ils ne vont pas voter pour Le Pen ni pour Macron. Donc la classe dirigeante française est fracturée, la population française n'est pas unie autour d'un seul parti, donc c'est une crise vraiment profonde en France. Ce qui nous intéresse, nous les Africains, c'est de comprendre que la crise qui est en France, elle est causée, c'est une accumulation des résistances de peuples que la France dominait par le passé. Ça fait que la France n'arrive plus à appuyer à travers le monde entier comme elle le faisait par le passé pour arriver donc à créer une France unifiée où la population est unie et le leadership est aussi uni. Marine Le Pen a fait comment dire, elle est devenue ce qu'elle est parce qu'elle a fait campagne pendant une longue période, lui, enfin elle et son père, yes, contre les étrangers. Alors que l'enrichissement de la France, c'est avant tout l'enrichissement aux dépens grâce aux étrangers. Donc ce sont les colonies, les peuples opprimés qui ont enrichi la France. Et si on prend Macron, il représente ce qu'on appelle le libéralisme, impérialisme. On sait déjà ce que ça signifie en Afrique. Ce sont des privatisations à outrance, ce sont des guerres en Afrique. Dans la crise en Afrique actuelle, en fait, c'est une crise qui est causée par le pillage, qui est donc à ça. Donc pour l'Afrique, que Marine Le Pen gagne, il n'y a rien de bon pour nous. Ce qui va être bon, ce qui va être en notre faveur, c'est notre propre force, notre propre solution. Donc les élections en Afrique doivent signaler aux Africains de se préparer pour une longue résistance. Parce que ces gens-là, ils ont un seul programme, c'est un programme de pillage, d'agression. De continuer. Plus de malheur, plus de pillage pour nous. Donc c'est un peu ça que donc les Africains votent pour Macron, Le Pen. Ça ne changera rien pour l'Afrique. Ouais. Alors, qu'est-ce que la crise de l'immigration? Et je voulais savoir combien d'Africains en fait doivent mourir noyés pour qu'on puisse trouver en fait des solutions. La crise de l'immigration, c'est pareil à la première question, enfin la question à laquelle on vient de répondre concernant la crise électorale en France. C'est aussi une crise de l'impérialisme aussi. C'est une crise qui empêche les Africains à venir légalement en Europe, alors que les Africains qui vont venir en Europe légalement, si on était permis de le faire, on ne fait que, comme le grand leader Omar El-Chela disait, on ne fait que suivre nos ressources. Pourquoi nous venons en France? Parce que nos ressources sont en France. Pourquoi nous allons en Belgique? Parce que les ressources africaines sont en Belgique. Pourquoi nous sommes en Angleterre? Parce que les ressources africaines sont en Angleterre. Donc pourquoi nous allons aux États-Unis? Parce que les ressources africaines sont aux États-Unis. On va là où se trouvent nos diamants, nos pétroles, nos bois, etc. Et en plus, les Africains ont construit l'Europe pendant l'esclavage. Ce sont les Africains, c'est le labeur des Africains
qui a construit les États-Unis, qui a construit le Canada, qui a construit l'Angleterre, qui a construit la Belgique, qui a construit la France. Donc on a le droit d'être ici, parce que notre richesse, nos labeurs se trouvent ici. Et aussi, les Africains doivent aussi être clairs que cette histoire d'immigration, c'est une insulte aux Africains. Parce que quand ils nous ont pris contre notre gré, pendant l'esclavage, on était enchaînés. Il n'y avait pas besoin de visa. Donc ils veulent dire que pour que l'Africain voyage librement, il faut qu'ils soient enchaînés. C'est un peu ça. Quand on voyage enchaîné, on n'a pas besoin de visa. Mais quand on veut venir de notre propre gré, non, il faut des visas. Alors que les Européens vont partout sans visa. Il y a une population européenne en Afrique du Sud partout, aux États-Unis, en Australie. Comment est-ce qu'ils sont allés là-bas? Ils n'avaient pas de visa. Donc l'immigration, c'est juste une sorte de façon de contenir les Africains et les autres peuples. C'est un blocage, quoi. Donc nous sommes contre ça. Mais pour que ça change, il faut que l'Africain soit respecté en tant que peuple qui a un pouvoir. Donc l'immigration, c'est pour les peuples qui n'ont pas de pouvoir. Si on a un pouvoir, l'immigration, ça n'existera pas. Comme les Chinois maintenant, ils sont libres d'aller où ils vont, parce que la Chine maintenant est devenue une puissance. Est-ce qu'ils prennent en considération tous ces morts qui sont noyés autour de leur territoire à cause de la souffrance qu'il y a là-bas en Afrique? Pas du tout, pas du tout. Au Congo, il y a plus de 10 millions de morts. Ils n'ont rien à foutre. Donc un de plus, d'accord. On meurt par millions en Afrique chaque année, ils n'ont rien à foutre. Seulement, quand l'Afrique va être puissante, c'est à ce moment-là qu'on va prendre en considération les besoins. Pour l'instant, non. Merci beaucoup, Monsieur Louezi Kinshasa. Alors, on va finir l'émission avec la citation du jour. Tous les postes de contrôle militaires et policiers pour extorquer la population doivent être supprimés. Coalition Patrice Lumumba, c'était en 2011. Absolument. C'est moi qui vous remercie. Donc voilà, merci beaucoup en tout cas et je vous dis à très bientôt. C'était Informer, Éduquer pour agir avec Paty Nzambe Quinpi et Monsieur Louezi Kinshasa. Je vous dis à très bientôt pour d'autres informations et d'autres solutions. Restez connectés sur congosynthèse.com.